Et j'étais un fonctionnaire travaillant dans une organisation sous-régionale regroupant 5 à 6 pays, qui est la Commission du bassin du lac Tchad. À cause de la guerre au Tchad, donc, toutes les organisations se sont vues obligées de se retirer quelque part provisoirement pour travailler en attendant que la quiétude et la paix reviennent au Tchad. Donc c'était mon cas. Donc, je suis allé travailler de 80 à fin 86 à Maroua, l'extrême nord Cameroun. C'est là où les problèmes ont commencé. De 84 justement à 85 justement, je m'étais vu souvent interpellé au moins 3 fois par la police camerounaise. On me disait que, bon, voilà, il semble que quand j'effectue les missions de paiement, parce que j'ai travaillé là-bas en tant qu'agent comptable, et voilà que je profite de mes missions à trafiquer des armes en faveur de l'opposition. Et effectivement, je suis arrêté le 3 août 1988. Lorsqu'on m'a amené à la DDS, Yaldé, le lieutenant, il fut chef de service d'exploitation d'information de la DDS, il me pose la question de savoir est-ce que je reconnais avoir reçu de l'argent de mon cousin qui était en même temps arrêté que moi pour pouvoir recruter les rebelles en faveur de Gunta. J'ai dit non, je ne reconnais pas. Et d'ailleurs, j'étais à Maroua avec un bureau, j'ai travaillé, j'avais mon salaire, il n'y en avait pas. Alors c'est ainsi que il me dit non, mais tu doutes, pourtant tu étais fiché. Et c'est dans le cadre de réconciliation qu'on a mis la Croix-Rouge sur ta fiche. Sinon, tu étais bien supporter de Goun. Alors, aussitôt, il demande seulement qu'on m'amène et on m'a amené au camp des martyrs. Et les 3 et les 4, on me ramène, il me demande si j'ai quelque chose à ajouter. Je dis non, je n'ai rien. Et on me ramenait. Et en ce jour, ce qu'il faut remarquer, je revenais de l'hôpital, j'étais sérieusement malade. Et j'avais 4 différents bulletins pour l'examen médical. Et je ne verrai ni l'hôpital, je n'aurai ni les soins durant 2 ans et 4 mois. Et on m'a fait promener entre les 4 prisons. Il y avait camp de martyrs locaux, camp de martyrs à nouveau et la gendarmerie. Donc je ne sortirai qu'arriver du MPS. L'arrivée au pouvoir où Déby arrivait avec son mouvement et chassé Hissène-Habré. C'est le 1er décembre 1990 que nous avons pu sortir de la prison. La condition de détention pour moi, c'était plus qu'un calvaire puisque je sortais de l'hôpital, j'étais très mourant, j'étais sérieusement malade et on est parti m'enfermer. Et où et dans quelle cellule? La cellule était vraiment pleine d'eau, plein de moustiques et craché. Tu ne peux pas marcher pieds nus là, tu ne peux pas t'asseoir. Et j'ai mis 3 jours là, avant que le 4e jour, on me change encore dans une autre cellule où c'était le plus pire, où on ne pouvait pas s'asseoir. On était 8, imaginez dans une cellule de 1,20 m sur 2 mètres de longueur. Alors, c'était difficile pour tendre les jambes, sinon ce qui mettait 2 semaines là, il sortait déjà les jambes paralysées. Et quand on m'a amené encore aux locaux, donc j'étais mourant. Sincèrement, j'étais gravement malade. Et on m'a amené là-bas. Grâce à ça, avec un peu de trucs, de nourriture un peu chaud et quelques comprimés, je m'étais rétabli. Et arrivé le 23 septembre 1989, on m'a ramené par mesure disciplinaire encore au camp de martyrs, m'a enfermé 3 mois dans une salle très noire, et pas de lumière. Et tant que vous ne parlez pas entre vous, vous ne pouvez pas connaître si vous êtes ensemble dans la cellule. Et après, maintenant, on nous a enchaînés pour nous transférer
à la gendarmerie et dans des cellules très bas, mais c'était quand même espacé, mais c'est la chaleur. Ils nous ont mis des ampoules qui brûlaient et ces choses ont contribué réellement les ténèbres et voir la lumière très forte ont contribué à gâter tous mes yeux. À la sortie, hein, j'ai fait beaucoup des opérations. Par exemple, l'œil gauche, jusqu'à 4 opérations et l'œil droit, des opérations. C'est comme ça que j'ai continué à lire et voir grâce à l'inscontact et les correcteurs en même temps que je suis là devant vous. Au mois de février, les 11 derniers jours, à ce qu'on décide de m'enlever du camp de martyrs, me transférer aux locaux, j'avais perdu par 3 fois la connaissance. Et heureusement, à chaque fois que mon souffle n'était pas percevable, personne ne venait enlever le cadavre. Hein. Si ce n'était pas le plan de Dieu, bon, on m'aurait déjà jeté quelque part depuis longtemps. Donc c'était le plan de Dieu à chaque fois que les gens, les gardes de prison ou les gens de service pénitentiaire arrivaient, donc mon souffle reprenait. Donc on ne pouvait pas m'enlever en tant que... bien que je suis malade, en respirant encore, on ne pouvait pas m'enlever pour aller m'enterrer. Et c'est comme ça que c'est arrivé au dernier jour où on m'a amené aux locaux. Ils ont commencé par me faire manger des oignons, l'eau chaude, la bouillie. Et c'était pour la première fois presque 7 mois que j'ai eu l'occasion de voir le feu de mes propres yeux et voir aussi l'eau chaude. Hein. C'était vraiment extrêmement difficile, surtout au camp de martyrs. Même on cherchait les feuilles de Nîmes vertes pour brouter, mais on n'en trouvait pas. On n'en trouvait pas. Une branchette pour avoir le goût amer, mais on n'en trouvait pas, parce qu'on était tous atteints d'édème, de palu, malaria. Non, c'était de dysenterie sanglante, comme ça. Mais franchement, imagine que certains collègues, quand il a la toux, il tousse un peu fort et la dent tombe. Donc il n'y avait rien comme de vitamines dans le corps pour constituer des anticorps et résister à n'importe, même aux moindres maladies. Morale dans les prisons de la DDS, c'était plus qu'horrible par rapport même aux tortures physiques. Et ça, quand vous vous mettez à réfléchir, c'est comme la tête va s'éclater, puisque, et encore de surcroît, les gens sont consolés dans des prisons lorsqu'ils ont la possibilité de méditer sur la base de leur foi, prier leur Dieu, ainsi de suite. Ils sont quand même encouragés. Disons, la foi fait réellement vivre, donne l'espoir. Mais sur ces points encore même, ils nous interdisaient de prier, et les musulmans et les chrétiens, de prier. On vous trouvait avec quelque chose de versé, que ce soit coranique ou biblique, mais vous méritez une autre mort ou vous méritez une autre punition plus sévère, parce qu'il disait que les prisonniers étant souffrants, Dieu écoute facilement leurs prières. Donc on prie pour que Dieu enlève après du pouvoir, donc on ne devait pas nous laisser prier. Dès décembre, 18 décembre 1980, je crois c'était 18 décembre 91, notre association, la toute première AVCRP, avait reçu déjà son autorisation de fonctionner. Et nous nous sommes organisés. On a commencé par, j'ai inventé, disons, conçu des fiches pour les victimes directes et les victimes indirectes. Même il y avait des fiches aussi pour les sympathisants et les membres honoraires comme des autres. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, et n'ayant pas de moyens, et nous étions obligés d'être souvent, on était souvent renvoyés
Parce que tout le monde était découragé, parce qu'on n'avait pas de bureau. Et toutefois, même réduit, on continuait toujours à mener des recherches et jusqu'à 9 ans que Yumarawash a été informé par Kendelem Delphine et ils sont venus vers moi avec, ils m'ont envoyé des étudiants qui me sont venus quand je leur ai montré les fiches, ils ne s'en revenaient pas. C'est comme ça que les choses sont parties. Les copies des fiches parties et les gens ont analysé, ils ont trouvé vraiment, les victimes ont fait un travail de fourmi, un travail sérieux qui mérite d'être aidé. C'est là où on a commencé par nous envoyer des avocats, on a travaillé, on est parti déposer la toute première plainte le 25 janvier 2000, ici au Sénégal. Pour les menaces, c'est quand j'étais encore sur place au Tchad, et après même la plainte qu'on a déposée en janvier 2000, c'est comme ça que les menaces ont commencé. Et tantôt on voudrait venir m'enlever nuitamment, tantôt on arrêtait ma voiture, on tirait, ils ont failli tirer sur mon chauffeur, ils ont arrêté. Bon, il y avait tout un tas de menaces. J'étais aussi contraint de quitter le Tchad, aller aux États-Unis, continuer auprès de Yumarawash et travailler ensemble. C'est grâce aussi à mon exil où on a travaillé vraiment efficacement auprès du gouvernement belge, auprès de beaucoup des organisations, voire des autres pays, pour rien qu'à restituer devant les chambres ce qu'on a connu, ces témoignages. Ça joue, ça décharge déjà moralement les victimes de ce qu'ils ont subi. Donc, c'est ce qu'on voudrait comme réparation morale, réparation psychologique. Parce que sinon, depuis notre sortie, jusqu'à ce qu'on vienne se retrouver et se présenter aux chambres africaines, donc on imaginait tant de choses, et même ceux qui nous ont fait du tort, on les voyait toujours plus grands. Même après, on les voyait comme les gens faisaient de lui un dieu, on le voyait plus quelqu'un d'intouchable, quelqu'un que personne de par le monde ne peut le ramener. Mais quand tu vois après aujourd'hui, il est là, mais quelquefois même les gens ont pitié, peut-être certaines personnes ont pitié. J'ai l'impression de satisfaction, l'impression même d'avoir le privilège, réellement d'être le tout premier peuple africain à vouloir de cette justice qui, à mon avis, et je crois, qui a déjà créé et qui créera une jurisprudence où beaucoup d'autres pays africains, pourquoi pas les autres pays aussi au monde, pourront s'en servir comme une leçon, une base pour pouvoir continuer. Et je ne le veux pas seulement comme une jurisprudence, mais on veut que ce système s'installe et que vraiment ce qu'on a connu, que nulle part les gens le connaissent encore, pour dire que plus jamais ça. Bon, ça a vraiment un effet totalement pédagogique à mon âme et conscience de ce que je comprends dans ce procès.